Madame la maire, Madame la vice-présidente, Monsieur le directeur régional des affaires culturelles, Mesdames et Messieurs les élus, cher Nicolas Marc, chers amis, pincez-moi, je rêve. Je vais vous faire une confidence. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Eh bien, merci Nicolas, puisque aujourd'hui je peux faire mon numéro bis. L'architecte bien connu d'Astérix en Égypte, qui a beaucoup de mal à construire des pyramides qui tiennent debout. Cette reconstruction, elle est pour nous permanente, car les bis, c'est un moment très précieux pour nos échanges. J'ai eu l'occasion d'y participer à 3 reprises, et je peux vous dire qu'à chacune de ces occasions, le monde du spectacle vivant était en crise. C'est dire à quel point, depuis, nous avons su nous adapter, nous avons su résister, nous avons su exister. Ces bis sont un moment important parce que depuis la dernière édition, qui remonte donc à 3 ans, nous avons affronté des changements majeurs et nous sommes ici pour en parler, ce qui est une bonne nouvelle. Mais cependant, je voudrais reprendre une citation de Paul Valéry qui disait déjà dans les années 20 que le monde fini commence. Cette ère de l'Anthropocène, cette ère de la fin, qui est aussi celle des commencements, il me semble que l'art, que la création ont une part importante à prendre dans la construction de ce nouveau monde. Alors, par rapport à cette question qui se pose aujourd'hui, quels sont les défis que nous allons affronter et comment faire? Je déploierai mon intervention sur 4 axes. Un premier défi que nous avons relevé, celui de la Covid-19, le défi des transitions de ce monde appliquées à notre secteur, le défi qui nous est propre, mieux produire, mieux diffuser, et pour répondre à ce défi, la démarche que nous devons appliquer qui ne peut être que partagée et partenariale. Alors la Covid, oui, la Covid a été un moment extrêmement difficile. Je suis arrivé dans ces fonctions en février 2021, tout était fermé. L'État a su se mobiliser tant par ses aides transversales que par ses aides spécifiques pour préserver le secteur, les institutions, les artistes et les professionnels. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir le plaisir de vous donner quelques chiffres. 285 millions de soutien exceptionnel, 252 millions de plans de relance, plus de 400 millions d'aides pour les artistes-auteurs et 1 milliard d'aides pour les intermittents du spectacle. L'État a été là et les résultats sont concrets. Ils apparaissent en 2022 avec des paradoxes, on peut le rappeler. Ce paradoxe des embouteillages de production qui font que nous avons une offre culturelle exceptionnelle qui s'est déployée cette année. Ce paradoxe d'un retour contrasté des publics, mais d'un retour qui se concrétise beaucoup plus maintenant, puisque ces derniers mois, je peux vous annoncer, malgré les hoquets de notre système de suivi de la fréquentation, que oui, le public revient. Il revient de manière différente. Il revient parce que cette crise Covid et la reprise qui a suivi posent donc les actes à venir, les évolutions et les transformations qui nous attendent. Transformation des publics, des usages, et même transformation des œuvres qui lui sont proposées, transformation où la question d'un monde anthropocène nous pose la question de la croissance, qui n'est plus la solution pour avancer aujourd'hui, ou plus la seule en tout cas. Transformation par la prise de conscience de nos responsabilités sociétales et sociales, et transformation évidemment sur la question de l'organisation de notre modèle artistique et économique. Comment faire pour relever donc ces défis de notre monde qui est en transition accélérée? Comment faire pour ne pas être perdu en translation, comme disait une cinéaste américaine? Comment faire pour répondre à ces 3 défis majeurs qu'affronte le monde dans son ensemble, mais qu'affronte aussi évidemment le monde culturel? Le défi de la transition numérique. Comment faire pour que les gamers remplacent les boomers, pour utiliser des termes anglo-saxons? Mais comment faire aussi pour que nous puissions intégrer les innovations technologiques du numérique dans le spectacle vivant lui-même? Et pour revenir à Starmania, j'ai pu voir le spectacle que Thomas Joly a mis en scène récemment et qui va venir dans notre région bientôt.
ce spectacle est aussi le fruit du numérique. L'ensemble du spectacle est présenté avec une cage de projecteur qui est actionnée par un dispositif numérique incroyable, qui donne à un seul décor des dimensions multiples et qui habille le plateau de lumière dans une configuration qui vraiment est tout à fait révolutionnaire. Transformation aussi du défi de la transition environnementale. D'ici 2030, nous devrons avoir réduit de 30% nos émissions de gaz à effet de serre, de 100% en 2040. Par rapport à cette... Enfin, de 100%, de 50% en 2040, pardon. Par rapport à ce défi, nous devons aussi comprendre que cette France dans laquelle nous vivons est en changement et en mutation du point de vue aussi de la diversité que nous accueillons et que nous devons accueillir, de la nécessaire parité sur laquelle le ministère de la Culture et le secteur de la création artistique ont considérablement avancé, parce que je pense que si elle est proche des préoccupations de la population, la culture soigne, la culture relie, la culture en quelque sorte est un alicament qui rend intelligent, et je pense que nous devrions pouvoir faire dans l'avenir aussi bien des ordonnances de culture que les ordonnances de sport qui commencent à se diffuser aujourd'hui. Par rapport à ces défis, le défi majeur qui nous attend, le défi de notre secteur, est bien de mieux produire et de mieux diffuser, de nous saisir de ces transitions pour évoluer plutôt que subir. C'est un constat et des questions que nous posons clairement aujourd'hui face aux crises répétées que nous connaissons et face à l'accélération de ces crises et ces changements. La nécessité d'y répondre est bien de nous transformer en nous adaptant comme nous avons toujours su le faire dans ce pays. Et nous pouvons, je pense, relever ce défi en prenant chacun notre part de responsabilité et en concertation avec vous, les professionnels, en concertation avec les collectivités territoriales. Ces réflexions ont commencé et je m'en réjouis. Si nous devons nous poser d'abord la question du constat et des questions, une production de plus en plus fragmentée, comment mieux produire et coproduire, la DGCA a produit ou a fait produire un rapport sur cette question de la fragmentation de la production. Je le résumerai d'une observation personnelle. Quand j'étais administrateur de l'Odéon, nous avions déjà des difficultés à produire et coproduire et à discuter avec nos partenaires, mais on pouvait imaginer de travailler avec un centre dramatique national et 3 ou 4 coproducteurs, de travailler avec le Festival d'Avignon, je salue Paul Rondin qui est parmi nous, et de produire, m'aider avec 3 ou 4 coproducteurs. Aujourd'hui, il en faut au minimum 10 à 15 pour une production d'un centre dramatique national, jusqu'à 30 pour certaines productions de danse. Ça n'est plus possible, il faut regarder comment réguler et retransformer ce modèle pour permettre aux artistes de rencontrer des producteurs qui soient plus décisifs dans le mécanisme de production. Une diffusion insuffisante. Comment donc mieux diffuser, non seulement à l'échelle régionale, mais aussi nationale, européenne et internationale, comment aussi mieux accueillir les productions ultramarines dans notre pays. Dans un système du spectacle vivant qui repose évidemment sur les soutiens croisés de l'État et des collectivités, nous devons nous interroger sur les nouveaux pactes que nous pouvons passer ensemble pour préserver l'attractivité des territoires et mieux les irriguer. Et des solutions s'inventent. Dominique en témoignait, le Grand T va rejoindre l'association départementale de diffusion de la musique pour créer un nouveau lieu qui va être un lieu de rencontre des pratiques amateurs et des pratiques professionnelles, qui va être un lieu où s'invente une nouvelle manière de faire dialoguer les publics et la culture. Je pose le constat que ces espoirs existent sur le terrain et qu'il faut nous en inspirer plutôt que d'imaginer des politiques descendantes, qu'il faut imaginer que les territoires sont des territoires apprenants et des territoires qui nous apprennent des choses plutôt que de vouloir inventer, si je puis me permettre, le 15e label du ministère de la Culture. Et comment faire aussi pour préserver ce système unique au monde d'organisation et d'indemnisation du travail artistique? Comment le préserver en lui laissant aussi toute la souplesse et la capacité de dialogue entre les entrepreneurs culturels, publics ou privés, et les salariés, artistes et techniciens? Comment remédier à cette crise du recrutement culturel que nous connaissons aujourd'hui, alors que nous pouvons aussi considérer que travailler dans la culture, c'est évidemment une vocation, mais ce n'est pas non plus une abnégation constante. Cela doit aussi permettre d'avoir des rythmes de vie qui soient adaptés à l'évolution d'un monde de plus en plus chahuté et de plus en plus accéléré.
Et donc, nous sommes interrogés à la DGCA sur la question de la carrière et du parcours aussi pour les artistes et les auteurs qui sont au cœur de notre création vivante à chacune de leurs étapes. La Covid l'a montré, la question de l'insertion professionnelle est évidemment essentielle, mais il se pose aussi la question pour les femmes essentiellement de l'étape de la maternité, qui est une étape importante et souvent une étape de renoncement. Il faut mettre fin à cette étape redoutable et imaginer les accompagnements nécessaires en rééquilibrant les choses. L'étape de la maturité et de la reconnaissance professionnelle, tout en reconnaissant que les carrières artistiques sont aussi des carrières fragmentées. Il faut savoir accompagner les moments les plus difficiles. Il faut imaginer que la pluriactivité est possible et doit être reconnue, y compris dans la reconnaissance des droits sociaux. Il faut imaginer aussi que la reconversion n'est pas une honte, mais doit être également l'objet d'une attention particulière, comme le montre d'ailleurs le travail que nous avons commencé avec les danseurs qui savent dès l'origine de leur carrière qu'ils devront se reconvertir. Mais aussi comment rénover le dialogue avec l'ensemble des partenaires pour faire vivre ensemble ce que nous pouvons imaginer que la culture peut nous apporter, comment chercher nos communs dans l'avenir, car l'État, je le répète, ne peut plus être un prescripteur, mais doit être un co-constructeur de la politique culturelle avec l'ensemble des partenaires. Nous avons des constats, nous avons des questions, peut-être avons-nous quelques premières réponses. Nous avons commencé à y travailler dès la Covid et nous avons posé quelques petites briques qui vont nous permettre de construire cette pyramide fragile et perpétuellement renouvelée. Nous avons réformé les aides déconcentrées aux équipes artistiques et injecté près de 15 millions de crédits nouveaux qui nous permettent, je pense, de travailler sur un temps différent, de travailler sur des conventionnements sur 2, 3 ou 4 ans, d'imaginer des perspectives de diffusion plus importantes, de ne pas être dans une injonction à créer permanente qui crée aussi cet embouteillage des heures, mais aussi cette espèce d'inquiétude permanente de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir enfin créer à nouveau et qui ne permet pas de s'arrêter, de réfléchir, alors que je crois que nous pouvons aussi imaginer de déployer, grâce notamment au soutien que nous allons pouvoir travailler avec l'Institut français, à une nouvelle politique de résidence qui permettra aussi d'avoir des temps de carrière internationaux très importants, des moments de recul essentiels. Nous avons travaillé sur les festivals, vous le savez tous. Ce sont des moments importants et l'État a souhaité renouveler ses principes d'engagement et engager 10 millions de crédits supplémentaires cette année. Nous avons travaillé sur les opéras et les orchestres grâce à leur rendu de 2 rapports. Et ce dernier lundi, nous avons commencé, j'espère, à poser les premiers moments de ce qui pourrait être un pacte renouvelé pour les orchestres permanents et maisons lyriques de notre territoire. Et je sais qu'il y en a une très importante ici, que nous vous devons une réponse, Madame la maire, à ce sujet. Le Centre national de la musique a également beaucoup travaillé, et je le remercie pour l'ampleur de son action, sur la filière musicale. Pour faire face à toutes ces transitions que j'évoquais, je salue notamment le plan VHSS qui a été lancé, sachant que le ministère de la Culture a aussi déployé une stratégie de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le domaine du spectacle vivant comme dans le domaine des arts plastiques. Et je remercie Audience, ici représentée, d'avoir mis en place le numéro d'alerte qui permet de lancer les premières alertes sur ces sujets-là. Enfin, le ministère a récemment commencé à dévoiler son plan de transformation et de transition écologique auquel la DGCA doit contribuer activement, tant dans l'éco-conception des productions, aussi bien des décors que des déplacements des artistes, dans les mobilités douces des publics, puisque 80% de l'effet de serre du spectacle vivant est lié à la mobilité de ces publics, mais aussi dans les contenus même des œuvres. La scène nationale d'Évreux a récemment présenté un festival des Anthropocènes. Nous constatons aujourd'hui que les artistes sont aussi à l'origine des réponses que nous pouvons poser à ce constat de l'Anthropocène. Je voulais également rappeler que le gouvernement a lancé un programme d'investissement France 2030 dans lequel notre secteur peut s'engager pour se transformer grâce à l'appel à projet expérience du spectacle vivant, grâce aux appels à manifestation d'intérêt sur les alternatives vertes, aux questions qui sont posées également sur les compétences et métiers d'avenir. Enfin, le dialogue est engagé au sein du Conseil national du spectacle vivant et des COREPS pour faire face à la situation sociale.
La suite, c'est aussi éclairer nos choix, être audacieux, expérimenter et innover. C'est aussi s'adapter, bien évidemment. Pour l'État, cela consiste à rester ouvert aux expérimentations, aux innovations. Ça consiste à se garder une marge de manœuvre pour accueillir et encourager les nouvelles formes et les nouvelles manières de les produire. C'est une priorité de la ministre. Elle aura l'occasion prochainement de s'exprimer dessus. C'est aussi, je l'ai dit, adapter nos systèmes de production et de diffusion grâce à une démarche qui doit être à la fois prospective et participative pour engager, sur la base de constats lucides et partagés, une réflexion sur les modalités de production et leur lieu. Nous sommes disposés à aller jusqu'à une révision des cahiers des missions et des charges des labels et réseaux pour mieux réfléchir à cet équilibre production-diffusion. C'est aussi utiliser les instances de dialogue national et territorial pour structurer notre débat, afin qu'il ne soit pas descendant, mais aussi partagé avec les collectivités, avec les employeurs, avec les salariés. C'est la raison pour laquelle la ministre, dès demain, réunit un conseil des collectivités territoriales pour la culture. Mais je me réjouis aussi que les CLTC et les COREPS puissent vraiment, par leur contribution, permettre un débat qui sera vraiment national sur la suite du secteur du spectacle vivant. Pour l'État, c'est également se doter d'outils de compréhension et d'analyse de notre secteur. Je vous rappelle l'importance du système CEBIL qui va nous permettre, j'espère, d'ici au mois de juin, d'avoir une vision plus claire de l'évolution de la fréquentation du spectacle vivant. Je souhaite également que nous puissions avoir un système d'observation partagé avec les DRAC et les professionnels. Nous y travaillons, mais la DVCA souhaite aussi développer son expertise au plus près et à l'appui des professionnels et partenaires du spectacle vivant. Nous nous lançons donc dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il était temps d'y penser. Enfin, je crois qu'il faut intégrer le changement permanent que nous vivons aujourd'hui, non pas comme une contrainte, mais vraiment comme une opportunité, et sans fétichiser le passé. C'est la question pour laquelle nous aurons l'occasion aussi de vous présenter un plan d'action pour la création artistique qui pose les bases de l'évolution de notre système de production et de diffusion en étant ouvert à la concertation et au dialogue. Pour paraphraser certains, je dirais que dans le système du spectacle vivant, le changement, c'est tout le temps. Et nous savons changer et évoluer. Parce que la culture, oui, est une variable d'ajustement, mais c'est une variable d'ajustement dans la résonance de notre monde. Parce que oui, la lucidité, Madame la maire, est la condition de l'espoir, et que ça, il faut imaginer que la culture est un facteur de collectif et de rassemblement pour cerner notre territoire, travailler sur la carte et le chemin, car comme disait un poète espagnol, le chemin se construit en marchant. Car oui, l'art et la vie ne font qu'un, comme disait Mystique sur la carte de vœux de la ministre de la Culture, car oui, enfin, l'esprit de création est la plus haute forme de contradiction, disait Jean Cocteau. C'est la raison pour laquelle je passe la parole aux autres grands témoins, en ne doutant pas qu'ils m'apporteront aussi la contradiction. Merci, bonne bis à tous. Merci, cher Nicolas.